Donc, ce matin, nous avons une session qui porte sur la session 2B, qui porte sur les consommations dans des trajectoires de vie. Donc, je suis le modérateur de cette session. On aura 7 contributions. Et je suis avec le professeur Roch Nguyen de l'Université professeur, on l'a bienvenue. Et nous allons commencer les communications par. D'accord, donc on sait va faire sa communication. Et le docteur en sociologie. La présentation d'Abdoulaye. Il va faire une communication autour de médicaments psychotropes au Sénégal, profil des consommateurs, produits et contexte. Si on va te demander l'effort d'aller vite, parce que sinon, les autres, c'est creuser encore le retard. Donc, vous avez 7 minutes. Bon, d'accord. Bon. Et on peut lui mettre la pression aussi. Il y a un budget. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Cyril Bassène. Je suis doctorant au département de sociologie, en même temps au centre de recherche au CRTF. Donc, mon sujet porte sur l'usage détourné de médicaments psychotropes au Sénégal. Et je vais porter sur les produits des consommateurs, des produits ainsi que des contextes. Donc, il est important de rappeler d'abord quand on parle d'usage détourné, c'est lorsque l'usager utilise un médicament donc, à des finalités hors soins. Et cette question des usages des médicaments détournés est longuement décrite au niveau mondial. Au Sénégal, des enquêtes ethnographiques décrivent l'usage détourné de médicaments psychotropes, tels que les opiacés, les stimulants, les benzodiazépines, utilisés en alternative aux drogues. Donc, à travers les travaux de Jean-François Merner, Albert Sossendion et Alice Desclos, on retrouve justement ces résultats. Il est important de comprendre aussi que l'usage détourné des opiacés et certains psychotropes pose un problème de santé publique dès l'instant que ces causes d'addiction et d'overdose. D'ailleurs, même les travaux de Rose Anne montrent qu'il y a des femmes sous méthadone qui ont développé une addiction en ayant abusé du tramadol. L'objectif de cette communication, justement, est de décrire et comprendre les constructeurs de sens autour des usages des médicaments détournés, de rendre compte des contextes ainsi que des boutiques de consommation et de parcourir également les trajectoires d'action. Donc, par rapport à la méthodologie, cette étude repose sur une enquête ethnographique et les sites de collecte étaient Mounou, Dakar et Kaolack. Donc, par rapport à la stratégie d'enquête, nous avons fait un peu ce qu'on appelle l'immersion en milieu des personnes usagères de drogue. Nous avons également réalisé des contacts avec les médiateurs à travers la méthode boule de neige. Et par rapport au traitement des données, nous avons pratiqué ce qu'on appelle l'anonymisation des informations suivi d'une analyse de contenu. Donc également des liens bibliographiques ont été réalisés pour décrire un peu les trajectoires d'action. Donc par rapport aux résultats, donc tout d'abord, il est important de noter que nous avons divers profils d'usagers, donc suivant les régions. Donc à Kaolack, nous avons des usagers adultes, donc avec un âge moyen de 56 ans, avec des situations matrimoniales et activités professionnelles variées. C'est la même chose à Mou. Ce qui est noté, c'est qu'il y a beaucoup plus d'antiquaires, de commerçants, et les usagers sont beaucoup plus des jeunes et des adultes avec un âge moyen de 44 ans. Donc pour Dakar également, nous avons des jeunes adultes âgés en moyenne de 25 ans, célibataires sans enfants, donc avec diverses activités professionnelles. Donc il y a également surtout des étudiants qui sont notés. Par rapport aux médicaments en circulation consommés, donc nous en retrouvons une diversité. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons d'abord les noms éthiques ou bien les noms pharmacologiques définis par la médecine. Donc, par exemple, le volume, mieux connu sous le nom commercial du Gazepam, donc chez les usagers, c'est appelé bleu-bleu ou roche-bande rouge. Donc, le volume également est abrégé par le diminutif V10 ou V5 ou bien 2.10. Mais ce qui est important de noter là, c'est que ces codes-là sont juste des termes chimiques pour masquer un peu la vraie nature du médicament, pour ne pas que les usagers qui ne sont pas du milieu
soit avertis voilà, de ces produits en consommation. Parce que c'est un peu dans le milieu des usages de drogue que ces codes sont utilisés. Donc, par rapport au motif de consommation, donc, nous avons divers produits, donc, suivant divers motifs. Donc, par rapport au volume et à l'altrase, les usagers évoquent qu'ils utilisent pour rechercher le plaisir, la fiabilité, dissiper les soucis, le stress et les problèmes familiaux. Par contre, la ligne qui est un mélange composé par les usagers eux-mêmes, donc à travers des produits combinés et des boissons gazeuses, donc ce produit est utilisé dans le cadre de l'évasion, donc oublier un peu les problèmes de la vie. Donc dans le jargon même, ils disent qu'il faut même être d'âge pour bien affronter la. Donc ce qui est recherché par les usagers ici, c'est la tranquillité. Donc c'est pourquoi maintenant ils utilisent ces produits. Donc pour plus d'informations, vous pouvez me rapporter à mon secrétaire qui fait une ethnographie un peu de cette ligne. Donc, par rapport au contexte de consommation, donc, il faut noter que le contexte culturel, en tout cas, est déterminant dans la consommation des médicaments détournés. Donc, c'est particulièrement en bout avec le milieu touristique où les usagers peuvent prendre des médicaments donc, pour pouvoir convaincre les touristes. Parce qu'ils disent que le milieu du tourisme, c'est un milieu de concurrence. Donc, prendre les médicaments permet justement de convaincre ce qu'on appelle les touristes. Et il y a également des événements festifs tels que la cérémonie de Kankuran, donc c'est une initiative qui réunit en tout cas beaucoup de communautés venant d'ailleurs, et ça se trouve aussi en bout, cette activité-là. Donc dans ce contexte, les usagers prennent les médicaments pour ne pas dormir, pour bien participer à l'activité festive. Bon. Allez-y. Donc là, maintenant, je vais revenir un peu aux trajectoires et au parcours de réduction, donc à travers des vignettes géographiques. Donc nous avons le cas de Racine. Donc ici, je rappelle, Racine, c'est un pseudonyme qu'on a utilisé pour masquer un peu des informations confidentielles d'un usager. Donc il a découvert des médicaments en lien avec ses relations avec des touristes usagers. Donc âgé de 36 ans, il vit à Sali-Carrefour. C'est un guide touristique local, donc on appelle Antiquaire. Et cette activité lui a permis d'être en contact avec des touristes et de tisser des affinités avec ces touristes-là. Ces touristes-là l'incitaient à consommer des drogues. Donc, en lui faisant savoir que s'il prend ces drogues-là et ces médicaments, tels que le vitamine venant de la France, donc s'il prend ces médicaments, il va être speed, etc. Donc, après que Racine est consommé, il a apprécié les effets et au fil du temps, il en est devenu addict aux médicaments et c'est lui-même qui en demande après à ses proches. Donc, par rapport à l'également, il a développé des connaissances dans le milieu médical. Et ça aussi, ça a été un facteur déterminant dans son addiction. Donc, c'est un infirmier qui travaille dans une clinique à Kaolack. Donc, ces connaissances dont il avait accès sur les médicaments, comme par exemple l'alprage, le Valium, donc à travers le dictionnaire Vidal, donc lui ont permis de mieux connaître ce qu'on appelle les effets et les contre-indications, etc. Donc, la phrase qui lui permettait de dormir à chaque fois, donc, lui a produit à cette addiction. Parce qu'après des heures de travail chargé, il avait besoin de prendre tout le temps ses médicaments pour pouvoir bien se reposer. Et par rapport au volume, par contre, il avait un effet perçu spécifique. Parce que si le volume, bon, peut-être traite des douleurs spécifiques telles que les anxiétés, donc pour lui, le volume, c'était un moyen de laver le sang au niveau du cerveau. Donc, ces effets, en tout cas perçus, donc, ont conduit à son addiction et à ce désir répété d'en consommer à chaque instant. Donc, dans son quotidien, Habib achète et consomme régulièrement ce médicament. Nous avons également le cas de Famara, donc, qui a une addiction liée au soulagement de symptômes, c'est-à-dire aux expériences vécues. Donc, c'est un célibataire sans enfant, étudiant, donc il consomme la ligne que j'ai expliquée plus haut. Et ces pratiques lui sont inspirées par son entourage, mais également par des rappeurs américains à travers des clips et des documentaires. Donc, il en est devenu addict à la ligne, donc à raison de son expérience d'effets secondaires ressentis. Par exemple, le fait qu'à chaque fois qu'il le prend, il se sent faible, qu'il reste cool, tranquille, qu'il oublie les problèmes, et que ça lui permet de manger, de bien se reposer. Donc, ces effets-là lui ont conduit à chaque fois de prendre ce qu'on appelle la ligne. Donc, il en consomme au quotidien avec ses amis ou bien à l'école. Slide. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que nos résultats montrent divers processus d'addiction aux médicaments psychotropes correspondant à différentes expériences recherchées, donc telles que l'expérience apaisante de la douleur, la recherche de la performance au travail, la recherche de plaisir. Donc là aussi, on peut noter que l'addiction aussi, quelque part, peut concerner n'importe quelle personne. Si on prend le cas de l'infirmier qu'on a évoqué tout à l'heure,
parce qu'on pense que souvent, quand on parle d'addiction, c'est beaucoup plus spécifique à des catégories qu'on appelle peut-être des drogués, alors que ça peut peut-être toucher toute catégorie de la population. Donc, d'un point de vue des sciences sociales, ces observations corroborent le modèle biopsychosocial de l'addiction, défini par Oliver Stein, qui nous dit que l'addiction, c'est la rencontre d'un produit, d'une personne et d'un contexte. D'un point de vue de la santé publique, elles encouragent à définir des stratégies de prévention différenciées et d'information sur les risques et les dommages associés à ces consommations, des stratégies de contrôle et de régulation d'accès du médicament. Donc, il est nécessaire de considérer un dispositif de prise en charge des addictions spécifique à certains médicaments psychotropes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est cette belle présentation claire. Et je vais respecter le temps. Presque 7 minutes, donc vous avez raison. Voilà. Donc, alors, la blague, c'est est-ce que la présentation de la blague est là? Oui. D'accord. Donc, Abdoulaye Ndoye et ma sœur, oui, ma sœur, oui, en master au département de sociologie et anthropologue. Et il va nous présenter une communication sur les rapports entre la consommation de drogue et le vécu de la sexualité selon les personnes utilisant des drogues au Sénégal. Donc, là, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Galandia. Merci beaucoup, chers participants. Permettez-moi d'abord de remercier les membres du comité scientifique pour m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui. Donc, je réponds au nom d'Abdoulaye, je suis master en sociologie politique à l'Université de l'État, sous la direction du Dr. Albert Boutengam. Donc, ma présentation va porter sur les rapports entre consommation de drogue et la sexualité selon les personnes usagers de drogue au Sénégal. Slide. Donc, contexte et objectif, nous allons commencer par les éléments de contexte. Donc, la littérature internationale a abordé le phénomène du gay sexe, qui est un phénomène plus fréquent chez les homosexuels, qui sont aussi exposés au risque du VIH. Et en Afrique, quelques travaux ethnographiques ont montré l'utilisation des produits ou bien des substances aphrodisiaques et stimulantes pour modifier l'expérience sexuelle. Et particulièrement au Sénégal, au cours de ces dernières années, les médias ont rapporté la présence de nouvelles substances de synthèse, notamment le volet, qui est plus connu sous le nom de l'ecstasy, qui est plus connu sous le nom de volet ici au Sénégal, ou bien drogue de l'amour. Et en 2014, le CPA a été ouvert pour offrir des soins médicaux et des soins psychosociaux pour les personnes usagères de drogue, de prise en charge, et implanter un dispositif de réduction des risques qui regorge à la fois un programme méthadone, qui est un traitement de substance à l'héroïne, et une prise en charge en électrologie, un programme d'essence de seringue, une sensibilisation à la prévention et des activités d'autonomisation pour les personnes qui utilisent la drogue. Donc, et depuis 2018, le projet Codisoc, dans lequel j'ai eu à travailler, analyse un peu les dynamiques sociales qui sont générées par le dispositif de pilote à Dakar et au Sénégal, parce que le centre de prise en charge est décentralisé dans différentes zones, notamment Kaolack et Mbour. Et en 2023, des thèmes complémentaires ont été étudiés dans le cadre du projet, et les études tournées autour des médicaments à usage détourné, autour des rôles des médiateurs, autour du paysage évolutif des drogues au Sénégal, ainsi que les jeunes et les nouvelles drogues dans le milieu festif. Donc, l'objectif de cette communication est de décrire et d'analyser les liens qui existent entre la consommation de drogue et la sexualité du point de vue des personnes qui utilisent la drogue au Sénégal. En termes de méthodologie, donc les données ont été collectées à différentes périodes dans le cadre de ce même projet Codisoc. Donc, depuis entre 2018 et 2023, donc ce sont des données qui sont issues de la thèse de Dr. Rose André Fay et aussi des données qui sont issues de l'enquête précédemment menée en 2023. Et les données ont été collectées en 2023, les données ont été collectées par entretien
observations et aussi on a fait de la bibliographie parce qu'après les entretiens, on est resté en contact avec les personnes enquêtées et à travers leur statut WhatsApp, on trouvait certaines vidéos qui nous donnaient un peu des informations sur leur utilisation. Approbation éthique du CNRS, donc toutes les études qui sont menées depuis 2018 ont été menées sous l'approbation du comité éthique au Sénégal. Et nous avons eu aussi le consentement libre et éclairé des personnes enquêtées. Donc, les noms que vous verrez dans les résultats ne sont pas les vrais noms des personnes enquêtées, mais plutôt des pseudos qu'on a attribués aux personnes pour garantir leur anonymat. Zone d'évaluation d'études. Donc, toutes les études se sont passées dans différentes zones, notamment à Dakar, Mbour et Kaolack, où ces centres de prise en charge sont décentralisés. Et on s'était intéressé à la population grecque et la population générale, notamment des jeunes adultes. Slide. Résultats. Donc, nos résultats montrent qu'il existe des substances qui ont des effets sur la sexualité selon les personnes usagères de drogue. Donc, des substances comme l'ecstasy, la méthadone, le cannabis, l'héroïne et le cocaïne ont des effets sur la sexualité. Les travailleurs de texte, les homosexuels et les jeunes adultes disent avoir utilisé ces produits en mettant en évidence la diversité des perceptions et des expériences individuelles en lien avec la sexualité. Et de notre côté, les personnes usagères de drogue sous traitement méthadone décrivent par expérience les effets négatifs de la consommation de l'héroïne et de la méthadone. Donc, certaines personnes interrogées ont déclaré qu'un effet sur la sexualité est une source de motivation pour elles de commencer ou de poursuivre l'usage de drogue. Pour eux, la consommation de substances joue deux rôles dans la sexualité. Soit elle agit comme une aphrodisiaque, soit le plaisir que la consommation procure peut remplacer la jouissance sexuelle. Et la cocaïne, le crack et l'héroïne sont perçus comme des amplificateurs de l'expérience sexuelle. Les individus décrivent une augmentation du plaisir, une prolongation des rapports sexuels et un renforcement de la libido lorsqu'ils consomment ces produits. Donc, nous avons ici deux citations qui montrent un peu le phénomène. Par exemple, la première citation nous vient de Léna, âgée de 30 ans. Elle dit « Je ne sais pas, mais c'est comme le sexe. Si vous faites les deux en même temps, c'est encore meilleur. Les rapports sexuels durent plus longtemps et sont plus plaisants. Quand je consomme le chanvre, j'ai envie de faire l'amour. C'est pareil. Et aussi c'est pareil aussi pour la cocaïne. Parfois, je pars voir mon copain quand j'en consomme. Donc, on voit ici comment Léna met en relation la sexualité et la consommation. Sauf un effet spécifique recherché pour le volet de l'ecstasy. Donc, l'ecstasy est connu ici au Sénégal sous le nom de volet, ou bien veau, en diminutif du mot volet, ou bien sauce, ou tandar, ou bonbon. Donc, ce sont juste des noms que les jeunes utilisent pour désigner le produit. Donc, c'est un produit qui se consomme souvent en milieu festif, notamment dans les soirées trap. Donc, le soirée trap vient du terme trap house, qui désigne les maisons dans lesquelles, par exemple en Amérique, les maisons dans lesquelles soit on vend ou bien on consomme de la drogue. Donc, c'est un terme wolof qui signifie vapeur, mais qui est employé spécifiquement pour expliquer l'effet de la prise de volet. Parce que quand ils consomment le volet, ils ont une transpiration abondante qu'ils ressentent, d'où le nom de source. Donc, c'est un produit qui leur permet de se décompresser et qui est favorable pour faire l'amour et faire la fête. Donc, à gauche, nous avons les produits, par exemple, les comprimés en jaune. Dans le comprimé, il est gravé, sur le comprimé, il est gravé la marque Louis Vuitton. Donc, il utilise souvent ce mot-là, cette expression-là, Louis Vuitton, pour désigner le produit. Pareil pour Netflix. Contexte de consommation, comme évoqué tantôt, c'est un produit qui se consomme souvent en contexte festif, bien en convivialité, bien dans le milieu touristique. Donc, on a donné tout à l'heure l'exemple des soirées trap. Soirée trap, c'est quoi? C'est un événement festif que les zones utilisent, que les zones organisent tout simplement, soit dans les villages, ou bien dans les maisons, ou bien dans les appartements. Donc, ils vont ensemble dans un village, ils louent le village, oui, c'est par exemple le week-end. Et là-bas, tous les produits sont consommés, d'où le phénomène de la consommation. Ils achètent de l'alcool, du cannabis, de hashish, etc. Donc, après ces consommations, souvent, ils s'adonnent à la sexualité. Donc, on a ici deux citations qui montrent un peu
les effets de ce produit, le volet, ou bien l'ecstasy. Donc, la deuxième citation, par exemple, nous vient de Papis, âgé de 24 ans. Il dit, après la consommation jusqu'à un certain niveau, on commence les rapports sexuels. On passera la nuit à faire des rapports sexuels jusqu'à l'aube. Mais c'est trop risqué parce qu'au moment de faire des rapports, vous êtes inconscient et vous n'aurez pas le temps de vous protéger. Et on fait des rapports en groupe. Chacun va coucher avec l'autre après un échange de partenaires. Donc là, on voit que la personne montre l'effet que le volet fait sur eux, mais aussi les risques qui sont associés à l'utilisation en contexte sexuel. Donc l'effet source aussi est décrit dans la musique des soirées trap. Donc comme évoqué tout à l'heure, on a fait de la rythmographie. Donc ce premier extrait nous vient d'un site WhatsApp posté par une de nos personnes enquêtées. Donc dans les statuts, elle chantait et elle disait ce qui signifie en français j'ai envie de faire l'amour, toi aussi tu en as envie. Nous mourrons tous d'envie de faire l'amour. Pas ecstasy, sous l'excibir, c'est-à-dire prendre de l'ecstasy et commencer à faire le sous, c'est-à-dire ressentir l'effet de l'ecstasy. Et le deuxième extrait nous vient d'une chanson rap gardien qui est chantée par MBD, MC. Donc dans sa chanson, il dit je suis acteur, rappeur, basketteur, footballeur, malfaiteur, chanteur, bandeur, grandeur, joli cœur, cascadeur, faiseur et grand baiser. DVS 25 mineurs, ne me cherchez pas d'or. Je suis dans les appels, du volet du sous, bon du métier, il y a du foutu, du principe. Ce qui signifie en français, prendre du volet et être sous l'effet du volet, avoir des désirs sexuels, déshabiller les filles et commencer à baiser. Donc on voit que ces extraits montrent un peu l'effet, les effets recherchés dans le produit. Effet négatif par expérience des personnes usagères de drogue. Donc, selon les personnes qui sont sous traitement de la méthadone, donc l'héroïne et la méthadone ont des effets négatifs sur la sexualité, notamment la baisse de la libido. Donc, selon les propos de certains patients sous méthadone, l'inhibition et la libido. L'inhibition de la libido est un effet indésirable du traitement de la méthadone. Mais cette affirmation-là colle avec ce qui est reconnu du point de vue de la médecine. Donc, ces deux citations aussi nous montrent un peu les faits. La deuxième citation nous provient par exemple de Salam, âgé de 47 ans. Il dit que le seul problème que j'ai trouvé sur le produit, c'est que ça réduit la libido. Beaucoup de gens ont vécu ça avec le produit. Donc, discussion et conclusion. Nos résultats montrent que différentes catégories de personnes utilisent les substances psychoactives aux propriétés réelles ou supposées pour stimuler le désir et la performance sexuelle. Donc, selon l'expérience des utilisateurs, certaines drogues comme la cocaïne et l'ecstasy peuvent augmenter l'excitation sexuelle, tandis que d'autres comme les opiacés tendent à la diminuer. Donc, la consommation sexualisée est bien documentée dans la littérature, notamment à travers le chemsex qui est pratiqué par les homosexuels, et les risques associés au VIH, mais aussi les risques infectieux du fait de la pratique du SLAM, c'est-à-dire la méthode d'injection. Nos données montrent que le lien entre la drogue et la sexualité ne relève pas seulement d'une population minoritaire, mais concerne différentes catégories, notamment des hommes, des femmes et des jeunes adultes qui font partie de la population générale. Donc les perceptions autour de la méthadone et de l'héroïne ne sont pas totalement erronées, car d'un point de vue médical, il est reconnu que le produit de substance peut avoir des effets sur le désir sexuel de certains patients qui sont dépendants aux opiacés. Et d'un point de vue des sciences sociales, le désir sexuel ne dépend pas uniquement de sa composante biologique. Il peut aussi influencer par des facteurs psychologiques, personnels et contextuels et par les représentations sociales de la masculinité et de la féminité. Et enfin, d'un point de vue opérationnel et de santé publique, ces résultats suggèrent non seulement de développer des interventions de RDR qui seront en lien avec la santé sexuelle, en abordant l'ensemble des besoins en lien avec les drogues et la sexualité, mais aussi de clarifier les informations sur les effets des produits sur la sexualité, parce que certains usagers nous semblent ne pas avoir assez d'informations concernant les produits, parce que vous rencontrez un usager qui vous dit que tel produit est plus puissant que d'autres produits, alors que parfois c'est le discours diverge un peu.
Et enfin, d'approfondir dans les recherches futures la place de l'érotisme dans l'usage de substances ainsi que les effets des produits sur les différentes dimensions de la sexualité. C'est ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour le live. Il a un peu demandé, mais je vais faire Merci beaucoup. Est-ce que M. Ousmane peut parler? Merci beaucoup, chers collègues. Donc, M. Ousmane Koulibaly est assistant de recherche en anthropologie à l'Institut des sciences humaines de Bamako. Donc, il va nous présenter une communication intitulée La consommation de drogue sur un site d'orpaillage au Mali. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup les organisateurs vraiment scolaires et aussi les partenaires techniques financiers. Alors, je travaille sur la consommation de drogue financière de voyage au Mali. Je suis assistant de recherche sur le centre de Bamako. Une présentation sur une introduction de type de méthode, présentation des résultats, conclusion, une petite bibliographie. Voilà, l'introduction. Le Mali est un pays très riche en sites aurifères qui active vraiment les orpailleurs informels venant de tous les pays de la sous-région, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina et le Niger. Donc, transformant ainsi vraiment ces sites d'orpaillage en des véritables foyers de consommation des stupéfiants. Et cela est du fait que le Mali actuellement n'est plus une zone de transit, mais une zone de production et de consommation de ces stupéfiants. Donc, ces sites d'orpaillage sont des endroits cosmopolites, c'est-à-dire des brassages de consommation de plusieurs cultures, et aussi vraiment un endroit de circulation de médicaments pharmaceutiques de toute origine. Et cette diversité culturelle et ethnique et croyance vraiment des acteurs laisse produire une multitude de discours et de représentations par rapport à la consommation de drogue et ses effets. Voilà, vue d'ensemble de la localité. J'ai travaillé au sud du Mali et on voit un suivi d'ensemble du sud de l'orpaillage où on voit les hommes et les femmes entassés, chacun occupé par une activité. Ici, c'est l'image vraiment de monsieur qui est en train de descendre à l'intérieur de la galerie. Et vous voyez ici l'intérieur de la galerie. C'est ça le quotidien vraiment de ces orpaillages. Donc, l'objectif de cette étude vise à préciser les produits et contextes de consommation de drogue. Donc, par rapport à la méthodologie, une enquête exploratoire de 3 mois a été menée en septembre 2022 en prolongement de mon terrain de master de 2017 pour étudier la vie quotidienne des orpailleurs. Donc, la méthode qualitative utilisée est celle de l'ethnographie et de l'anthropologie visuelle, c'est-à-dire la recherche combinée avec caméra. C'est-à-dire on écrit un texte de master en même temps, on réalise des films documentaires, c'est ce qu'on a fait. Donc, les deux, c'est complexe. C'est un peu l'anthropologie visuelle. Donc, je vais m'entretenir avec 7 orpailleurs consommateurs, tous les autres. 3 avec caméra, c'est-à-dire 3 ont accepté d'être filmés, et 3 et 4 sans caméra. Par rapport à la présentation des résultats, parmi les types de produits identifiés, il y a les cannabis, l'herpès, les opioïdes pharmaceutiques tels que les tramadol, et également la consommation vraiment de ces drogues coexiste également avec la consommation de l'alcool, la bière industrielle qui est probablement vendue dans les boutiques. Il y a les chapalos, il y a l'hydromel qui sont des bières localement fabriquées également sur le bas de l'alcool. Il y a les tabacs locaux. Donc l'herbe de cannabis, elle est emballée dans les papiers à rouler et fumée sous forme de cigarettes. Donc, les drogues sont consommées à l'intérieur des galeries et dans d'autres endroits au coin caché tels que les forêts. Donc, les opioïdes pharmaceutiques, quant à elles, les tramadol sont avalés en plein air comme médicaments après le repas. Donc, l'alcool est consommé dans les nuits sur les sites et dans les villages proches du site. Grosso modo, le mode de consommation que j'ai quand même identifié, il y en a qui fument, avalent, ce n'est pas. Voilà.
Donc, les vendeurs et consommateurs de ces psychotropes utilisent des expressions codées pour les transactions. On a des expressions idiolectes comme Orania, Tanko Tanko, Tine Samara, 14 sont des mots de passe. Autrement dit, c'est des expressions localement développées entre eux pour faire les transactions. Donc, ces mots n'ont pas vraiment une définition littérale en bambara, mais c'est des codes développés entre eux. Par exemple, Orania, quand j'ai échangé avec lui, qu'est-ce que ça veut dire? L'explication qu'il m'a donnée quand même, c'est qui donne du plaisir. Et quand il y a tango, c'est qui fait tituber. Et Dine Samara, quand même, c'est le souci de Dieu, c'est un peu. Ça n'a pas de sens, mais ça veut dire que quand tu forces ces gens de soucieux, tu t'envoles pas, tu n'es plus comme les autres. Voilà. Et 14, le chiffre 14, c'est fréquemment utilisé au Mali. Quand on dit que telle personne consomme Missemani ou 14, c'est-à-dire des médicaments qui mettent au top ou qui éveillent l'essence. Donc, sur le site, la majeure partie des employés prennent les doses, les enfants adolescents et adultes, à l'âge de 10 à 45 ans. Mais, voilà. Donc, ces drogues sont consommées en cachette par certains employés appelés les clanos. Les clanos, c'est les gens qui travaillent pour créer sur la terre. Quand vous avez vu l'immense émission en train de s'alléger des galeries, on les appelle les clanos. C'est un terme de également. Donc, les personnes qui procurent ces drogues sont des vendeurs ambulants de médicaments et d'autres produits quotidiens, comme la cigarette, le thé, les cycles, les bonbons, qui circulent sur le site parfois à pied, à vélo, en mobilette. Donc, d'autres vendeurs sont installés à l'intérieur des tentes entourées de plastique noir appelées en Bambara Bougousso. Ces tentes sont aussi utilisées comme des dortoirs et comme des lieux de vente et des lieux de consommation à l'endroit, comme vous le voyez ici. Et ici, vous voyez l'image d'une dame, elle est assise. Vous avez les épiceries pharmaceutiques, d'autres sont attachés en plastique, étalés au marché. Donc les gens passent, il suffit seulement de passer, ils peuvent passer le mot de passe, puis tu es servi. Voilà. Et également ici, cette image vous paraît un peu bizarre, c'est que vous avez parlé des dîners qui est là, des torches, et café, et les thés, et les œufs. Donc le problème ici, c'est que quand vous voyez, vous avez pensé que c'est des produits ordinaires. Mais parfois, les cannabis sont enroulés dans les papiers et gardés à l'intérieur de ça. Parfois, la police et la gendarmerie ils font des éruptions, mais ils n'attrapent personne. Voilà, des EPC pharmaceutiques, des bouteilles pharmaceutiques, bien sûr. Il y a les tramadol, les 14, des noms de petits comprimés blanches et des antidouleurs tels que les diclofénac de sodium. Il y a d'autres types de médicaments qui, quand même, eux-mêmes appellent en Bambara, Panacélie, ou qui se traduit médicaments de 8 maladies. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui guérissent. Donc, en réalité, c'est des drogues en réalité. Et également les Foxa qui ont d'origine vraiment diverses. Voilà, ça c'est une petite vidéo que j'ai quand même à réaliser. Je ne sais pas si vous pouvez jouer ça. Voilà. C'est un jeune que j'ai rencontré qui a quand même accepté d'être filmé, qui consomme et qui confirme qu'une majeure partie des gens consomment, y compris les enfants. Vous avez entendu le terme Hollandia. Voilà, c'est leur code. Il dit que, oh, moi, toi, tu ne connais pas Hollandia. Toi, tu connais bien sûr. Il pensait que moi, j'étais également un amateur. Comme j'étais là depuis 3 mois sur le terrain. Donc, pour lui, je connais. Donc, le motif de consommation, ce que je constate quand même, la consommation des spécialités de pratique historique et tradition et culture des ancêtres. C'est-à-dire, il y a une largement partagée au Mali qu'on appelle Tchabakor Ibalité Tienfo. C'est-à-dire quoi? Un homme qui ne boit pas de la bière ou de l'alcool ne peut pas dire la vérité. Il y a même un film intitulé Le Roi des Sibous. Vous allez voir, la consommation de la bière est vraiment une pratique historique au Mali. Donc, la consommation de drogue, une manifestation de la masculinité, c'est certains jeux. Il faut le consommer pour être un homme, pour lui et réellement. Tchéya, on appelle ça en Bambara Tchéya.
il faut prendre ces excitateurs. Voilà. Donc, l'orpaillage est une activité précaire et le niveau de compétition entre les orpailleurs est très élevé. Les drogues sont consommées par des orpailleurs comme stimulants, source d'énergie endurance au travail. Et cela est attesté par l'interview que j'ai eu à faire avec un jeune qui disait que la drogue permet de se sentir à l'aise, d'oublier les problèmes, elle permet de travailler beaucoup sans se fatiguer et de rester pendant longtemps des heures à l'intérieur de la galerie et elle calme les douleurs et la faim. Donc, les drogues leur permettent également de s'abstenir contre la faim. Donc, la drogue est devenue une force motrice de beaucoup d'orpailleurs qui ne peuvent faire une quelconque activité sans se livrer à la consommation de stupéfiants, transformant ainsi les sites, pour reprendre l'expression de Couturon, à une communauté addictogène ou psychoactive. Donc, en conséquence à la consommation de drogue sur les orpailleurs, la consommation de drogue est la cause principale de l'effondrement des galeries. Il est vraiment soldé par des morts, des blessures par des soucis de travail tels que les pioches. Donc, les cas de vol, de braquage armé, des conflits parfois violents entre les orpailleurs autour des parcelles sont tout le temps signalés. Donc, elle est la cause également de problèmes de santé mentale manifestant chez certains jeunes sur le site. C'est très fréquent vraiment de voir un jeune en train d'aller à un seul côté, on va de tituber sur le site. Donc, les drogues est la cause de la dégradation des mœurs et du changement de mode de vie. Vraiment des jeunes autochtones du village, donc j'ai amené l'enquête exploratoire. Également la cause de l'épanouissement des jeux d'argent, qu'on appelle casino, et également la prostitution précoce des jeunes filles et une belle forme de mariage apparue sur ce qu'on appelle mariage par contrat, ou furukunkuri en bambara, ou petit mariage. C'est des formes de trucs qui sont pratiquement pratiquées sur ces sites. Voilà ces deux images. Vous voyez l'image des galeries. Les galeries sont là. Celles-ci ne sont pas couvertes. Quant à ces deux galeries, on les a couvertes avec des bois. Parce que celle-là, elle a causé la mort à un monsieur qui est rentré à l'intérieur. À l'intérieur, c'est profond jusqu'à 50 à 80 mètres de profondeur. Donc, il y a des supports qu'on laisse. Mais le monsieur, sous l'effet vraiment des spécifiants, il a commencé à couper, à enlever ces supports-là. Il a été alerté à plusieurs reprises, il a refusé de sortir. Donc, quelques minutes seulement, on entendait un bruit. La galerie s'est écoulée, puis le monsieur il est décédé. On l'a déterré en même temps, on l'a enterré le même jour. Donc, c'est pourquoi quand vous voyez ces genres de signes-là, c'est-à-dire que cette galerie, elle est condamnée. Le condamné interdit de travail parce qu'elle a causé la mort à un monsieur. Voilà, conclusion. Cette enquête exploratoire a montré la présence de multiples sur le site d'orpaillage et combat dans un contexte de brassage culturel. Donc, la migration, rencontre des personnes de divers horizons sont des facteurs qui exposent les jeunes d'orpailleurs à des nouvelles cultures et idées qui sont favorables à la promotion et à la consommation des drogues. Une enquête plus approfondie devrait être menée pour comprendre l'étendue de la consommation, l'extent des problèmes sociaux et associer plus large enjeu de cette consommation. Donc, une petite biographie. Et vous remercie pour votre débat attention. Merci beaucoup, cher Ousmane, pour cette présentation vraiment. J'aurais pu te donner 10 minutes de plus. Parce que déjà, vous êtes en milieu de base et sur les durables, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Est-ce que. D'accord, merci. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci docteur. Donc, le docteur Charles Félicien va nous présenter une communication intitulée Dans l'ombre des fumoirs, analyse anthropologique des réseaux de drogue en Côte d'Ivoire entre résilience sociale et complexité organisationnelle. Donc, docteur Félicien est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est aussi anthropologue également du programme national de lutte contre les addictions. Merci, docteur. Merci de me donner la parole. Avant tout propos, je tiens à remercier nos organisateurs de nous avoir demandé ici d'échanger autour de la thématique concernant la drogue. Donc, c'est l'intitulé de ma présentation qui est là, qui va s'articuler autour de, on va avancer du plan classique,
Voilà, c'est le plan classique qui est là. Et on va aller directement dans l'introduction. Dans l'introduction, nous sommes partis de l'idée que la Côte d'Ivoire a traversé une grande crise, une grande période de crise, que ce soit avant électoral et post-électoral. Et cette crise-là a vu l'implication de plusieurs formes d'hommes. Les formes d'hommes étaient les chefs de guerre. Donc, ils se sont impliqués dans le trafic et la consommation. On sort de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire devait, en plus d'être une zone de transit, devient une zone de grande consommation de drogue. Et donc, on constate que partout en Côte d'Ivoire, l'émergence d'un certain nombre d'espaces appelés chinois de drogue. Donc, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la thématique. Et face à cela, l'État ivoirien a mis en place une opération qu'on appelait opération Hyperdi, dont l'objectif était de détruire tous ces fumoirs. Donc, il y a eu Hyperdi 1, Hyperdi 2, Hyperdi 3, Hyperdi 4, Hyperdi 5, Hyperdi 6. Nous sommes maintenant, je dirais, à Hyperdi 8. Tous ces hyperdies-là avaient pour objectif de pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire en démantelant les réseaux de drogue. Vous voyez, un bon nombre de fumoirs de drogue ont été détruits. En dépit de tout ça, ce que nous avons remarqué, c'est que juste après leur destruction, on a une recolonisation de l'espace et une duplication de tes fumoirs. Nous, en tant qu'anthropologues, on s'est demandé, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Donc, on voit plusieurs terres. Désormais, les fumoirs sont de plus en plus difficiles en dépit des opérations de la police et des supervisions. Donc, on s'est demandé quelle est la situation et l'organisation du fumoir et comment cela participe à leur pérennisation. Donc, nous avons investigué les cycles de consommation de drogue. Nous avons investiguer les types de consommation de drogue. C'est une étude ethnographique qui a été menée dans les villes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Pourquoi? Abidjan, c'est la capitale politique, Yamoussoukro, c'est la capitale économique. Ces deux grandes villes-là sont les villes phares de la Côte d'Ivoire. Et nous avons investigué 19 mois, donc dans Abidjan, et 6 ans à travers l'échantillonnage non propagé de type beaucoup de neige que nous avons collecté les données en immersant dans les fumoirs de drogue, en échangeant avec les jeunes consommateurs de drogue, en échangeant également avec les dealers de drogue pour comprendre un peu la philosophie et leur pratique. Et les données qui ont été collectées ont été transférées dans leur intégralité pour constituer les résultats que je vous donne. Techniquement, les fumoirs s'installent de façon progressive. Et les dealers de drogue choisissent généralement les quartiers précaires, ça fait des parfums sous les ponts, sous les rails, dans les cimetières, parce que très rarement on y va si ce n'est pas en période de deuil. Aussi dans les bidonvilles, dans la broussaille en périphérie des établissements secondaires. Donc, c'est comme ça qu'ils s'installent. Et comment ils s'installent? Quelle est leur stratégie d'installation? Généralement, pour pouvoir s'installer dans une communauté, il va procéder à des œuvres de charité. Je prends un exemple, si on est dans une communauté et il y a un décès qui vient, il prend en charge tous les frais liés au funérailles. Quand on a un baptême, il vient, il paraît le baptême. Quand on a une cérémonie de mariage, il vient, quand on a une difficulté dans la communauté, il vient, il nous apporte à aider à ça. Quand il finit de faire ça, il a canalisé, ou bien il a pu nous apprivoiser. Prochainement, quand il vient et s'installe, il devient le tout-puissant, celui à qui on doit reconnaissance parce que hier, il nous a aidés quand on était dans les difficultés. Voilà comment il se fait. Généralement aussi, il prend en charge les pèlerinages à la mer de certains fidèles dans la localité parce que pour aller à la mer, il va avoir des millions. Donc, une personne qui vient, qui te dit que je prends en charge ton pèlerinage, c'est une œuvre de charité. Ou bien aussi, généralement, quand il y a les fêtes de Noël, il organise un arbre de Noël pour tous les enfants. C'est les dons, c'est les cadeaux, le Père Noël. Quand il a fini de faire tout ça là, est-ce qu'on va le chanter? Donc,
il exerce maintenant pleinement son activité dans la communauté sous le regard de tout le monde. Et donc, dans son organisation, le FUMOA a une seule organisation, mais petit fonctionnement. Il y a le fonctionnement externe et le fonctionnement interne. Dans le fonctionnement externe, retenez que le FUMOA de l'orgue est géré par un empereur qu'on appelle le Babatier. Le Babatier, d'abord le mot Baba, c'est un mot Bambara qui perd. Donc c'est le Babatier, le chef. Le chef suprême, généralement, c'est le mec qui vient très rarement dans son entreprise. Donc, il a délégué ses responsabilités à ses collaborateurs proches qui sont ces sommes de main qui ne peuvent jamais le trahir. Peu importe la situation qui va arriver. À côté de ça, il travaille avec un groupe de personnes qu'on appelle les vigiles, soit les visiteurs, les camouraciens, les banquiers. En Côte d'Ivoire, on dit qu'il est dans la camoura, ça veut dire qu'il est dans la vente de drogue. Donc, un camouracien, c'est un petit vendeur de drogue. Donc, à l'externe, généralement, le guetteur, c'est le vigile, c'est le vendeur de truquerie, c'est le vendeur de l'eau, c'est le gérant des cabines. Lui n'est pas dans le FUMOA, mais son activité a été installée par le financement du Babatier. Donc, quand la police vient, riche, mon Dieu, c'est gâté. En Côte d'Ivoire, quand on dit c'est gâté, c'est qu'il y a la menace. Donc, vous verrez que la police est bien apprêtée pour venir démanteler le FUMOA, mais quand on arrive à personne. Parce que le vigile, qui est une personne qui, comme nous autres, a déjà informé. Donc, voilà un peu comment ils font pour échapper. Donc, le banquetteur, c'est l'individu qui a assis un banc à l'entrée du FUMOA. Lui, il a pour rôle de filtrer les entrées et les sorties. On voit que celui-là, vraiment, il n'a pas le profil des usagers de drogue. Il va essayer de l'interviewer. S'il voit que ça ne va pas trop vite, bon, toi, tu ne rentres pas, ou bien il le laisse partir, puis dans le coup de fil, bon, tu vas arriver à personne. Donc voilà un peu techniquement comment les gens ils s'arrêtent. Bon, le camouracien ambulant, c'est lui. Par exemple, si Gauthier est un usager de drogue confirmé et puis très stable économiquement, parce que lui ne peut pas venir au FUMOA du point de vue de son image dans la société. Moi, le camouracien ambulant, je prends sa dose et je vais lui donner. En quelque sorte, de la manière que les Nyangos, livraison à domicile, voilà. Donc, le camouracien ambulant, c'est comme ça. À côté de ça, il y a le statique. Lui, il est dans le FUMOA. Il est assis et c'est lui qui paie le commerce, la drogue, on dit, on achète chez lui. Généralement, ces gens-là, qui sont les camouraciens, les banqueteurs, ce sont des gens que le Babatier a choisis sur des critères vraiment de fidélité et de confiance. Celui-là, même si on l'attrape et qu'il doit faire 10 ans de prison, il ne va jamais dire le nom du Babatier parce que c'est un lien, c'est un pôle. On ne dénonce jamais son maître. Donc voilà un peu techniquement. Maintenant, à l'intérieur du FUMOA, il y a le borotigi. Le borotigi, en bambara, le boro, ça veut dire le sac. Le borotigi, c'est celui-là même qui a le sac de la drogue. Donc lui, généralement, c'est le gestionnaire du stock de la drogue. Quand il vient, par exemple, il y a 5 banqueteurs ou bien 5 vendeurs, il leur donne la dose requise. Et quand ça finit, il vient renouveler le stock. Dans le borotigi, c'est ça. Après, il y a le zépier. Le zépier, c'est le logisticien. C'est celui-là même qui conserve les outils de consommation de drogue. Ça ne sort jamais de la FUMOA parce que ce sont les pièces à conviction. On l'ouvre sur lui, tu finis, tu lui relèves. Donc, après, il y a le receleur, c'est le monsieur, lui n'est pas usager de drogue, mais il est là. Tous les téléphones qu'on a piqués à l'extérieur du FUMOA, c'est lui qui nous propose le prix. Si tu viens avec un iPhone, je ne sais pas à quelle génération il va te dire que ça va coûter ça, tu viens ou que tu ne veux pas. Comme tu as besoin de ton argent, pour lui, c'est son bon terrain. Après, c'est le banana. Lui, il ne consomme pas la drogue, mais son activité dépend de la présence de l'activité commerciale. Il peut vendre de l'eau, de la nourriture, parce que quand on consomme, il faut se nourrir, il faut boire de l'eau. Donc lui, il est là, il fait son activité, il gagne de l'argent parce que les consommateurs de drogue sont là.
Donc, toutes ces personnes-là sont les trois types de personnes-là, ils sont à leur propre compte. Le receleur, le banana, etc., etc. Donc, il y a le chien qui joue un très grand rôle. Quand les banqueteurs, quand les vigiles n'ont pas pu détecter la présence des forces de l'ordre, lui là, s'il a envoyé une fois dans le fumoir, ça veut dire qu'il y a danger. Donc, on prête attention à ce que quand il y a un chien qui envoie une fois, on commence à se chercher. Après, c'est le jollof, c'est le junkie, c'est l'usager de drogue, c'est autour duquel la vie commerciale de la drogue est articulée. Donc, voici un peu comment les fumoirs sont organisés en Côte d'Ivoire dans leur fonctionnement. Et donc, la majorité de ces gens-là, ce sont des travailleurs qui sont dans l'informel, ils ont perdu leur emploi, ils sont dans le chômage, etc. Donc, on va avancer. Ça nous donne la réunion qui est là. Le Babatier, il est là. Il y a forcé tout de suite parce que lui, il n'est pas toujours. Il vient rarement, quand il vient, il est ponctuel depuis les bâtis. Et puis, il y a le docteur, il y a le banquier, il y a le camorassien. Toutes les trois personnes qui sont en bas ne sont pas dans son système, mais ils sont là pour pouvoir endiguer la vie. Et autour de ces personnes-là, on a le messager qui est la manne financière. C'est celui avec qui apporte l'argent dans le trafic de drogue. Non, c'est celui autour duquel le commerce de la drogue se retrouve. Et après, on a le chien qui est là. On a le chien qui est là, qui apparaît souvent. Et puis, il est caché. Il visualise. Et quand il a envoyé, allez, on va bien. En discussion, on va dire quoi? On va dire que le monde social du trafic de drogue repose sur une hiérarchie tant interne que externe et des dynamiques aussi de distinction sociale complexes. Les fumoirs sont devenus des institutions sociales dirigées par des élites hiérarchisées qui utilisent des jeunes pour avoir une assise sociale. Leur organisation sociale met en évidence une forme de cohésion sociale fondée sur la similitude des comportements des individus et des valeurs de la société avec la conscience collective d'appartenir à une tribu. Cette organisation collabore les idées soutenues par Émile Durkheim quand il aborde la question de la solidarité. En effet, ce qui se passe, c'est que la vie dans les fumoirs de drogue généralement suscite l'entraide. Il faut s'aider, il faut se soutenir, il faut être solidaire, ce qui nous permet de minimiser les risques pour le trafiquant d'être appris, de passer vers la fin. On le vénère. Donc, ce rapport-là, cette représentation du trafic de drogue, en tant que manifestation de la solidarité, participe à convaincre les acteurs impliqués de se maintenir dans leur activité aussi. Donc, quand on continue, on va voir ces institutions. Les stratégies utilisées leur permettent pour l'installation, leur permettent de remodeler la dynamique relationnelle entre les acteurs du trafic, en créant une forme de mécanisme de solidarité organique dans laquelle chaque individu est soumis au Babatier. Vers la fin, cette solution-là permet aussi de voir le Babatier comme une personne qui est invincible. Généralement, quand on a attrapé un Babatier en Côte d'Ivoire, on va faire 2 semaines pour. Il y a le déni de reconnaissance. Non, on n'est pas sûr que le Babatier a été attrapé. Parce que pour eux, on ne peut pas attraper un Babatier avec tout ce qu'il a comme moyen, avec tout le dispositif qu'il a. Si on attrape un Babatier, c'est que vraiment, les forces de l'ordre ont été vraiment forts. Donc, le Babatier, là, on ne peut pas l'attraper. Donc, cette économie structurelle de la drogue apparaît comme des produits de transactions collectives permettant aux acteurs de subir aussi, de prospérer et de réussir socialement. Parce qu'on perd de l'argent dans ce truc. Ça fait que les jeunes, très rarement, ils s'orientent vers les projets de développement de l'État. Mais ils sont des projets où on n'a pas grand-chose. Quand tu dois faire les travaux de haute intensité de main-d'œuvre,
écrit à la fin du mois, on doit te payer 70 000, alors qu'avec la drogue, en un jour, j'ai 30 000. Quand je suis un banquier, 2 jours, vous voyez ce que je peux donner. Pourquoi aller m'emmerder avec les PG et qui vont me prendre l'énergie, puis après, bon, voilà, je me dis un peu. Donc, on va continuer. En conclusion, on va dire quoi? On va dire que le trafic de drogue à travers l'organisation des fumoirs apparaît comme une opportunité économique pour les jeunes et la manifestation de la solidarité envers le groupe humain auquel s'identifient les acteurs. Les dealers associés déploient des stratégies provenant de leur expérience pour s'implanter dans la localité afin de créer une micro-société bien hiérarchisée pour les agrandir, pour agrandir leur commerce, pendant qu'ainsi les dispositifs sécuritaires vraiment inefficaces. Les revenus engrangés par ce commerce-là permet aux jeunes de se détourner, comme je le disais, des projets de réinsertion à faible rémunération. Cette étude permet de comprendre la complexité de la lutte contre le trafic de drogue en territoire, mais également, ça montre aussi comment les anthropologues peuvent investiguer ces champs-là pour pouvoir faire sortir de la matière scientifique. Mesdames et messieurs, c'est une petite bibliographie qui est là. C'est sur ce mot-là que moi je vous dis merci, tout en restant Donc, merci, chers collègues, pour cette présentation très intéressante de terme. Bon, je vais poser tout de suite ma question. Une question. Est-ce qu'il y a des anthropologues dans les sites? C'est pas s'il y a des anthropologues dans la police, voilà, dans les forces de défense. Oui, c'est une question très prochaine. Bon, je vais tenter de répondre parce que je ne connais pas la considération de la police. Mais ce que je peux dire pour la police aujourd'hui, on n'a pas de choses d'un petit temps pareil. Si j'ai le masque, je vais passer le concours de la police. Je ne peux pas continuer en police parce que le système impose aussi un certain nombre de critères pour aller en police. J'ai le master, je vais passer le concours de la police. Après, c'est les mutations, c'est les affectations qui vont faire une nouvelle venue à la police. Mais c'est que je sais que la majorité des commissaires du police de la Côte d'Ivoire sont des diplômés de la criminologie. Or, en criminologie, on fait beaucoup de monde. C'est là, c'est une mine d'or. Et pour les gens qui peuvent c'est bon, oui. Oui, c'est bon. Il y a une présentation. Une présentation. Une présentation en ligne. Il y a une présentation. Bon, il y a une autre question. Rose, bonjour. La taille, quoi. Oui. Ça va, tu me reçois la taille. Oui, je vous reçois. Ça va bien, le temps. Vous m'entendez? Oui, venez, Rose, on vous entend. On t'entend. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je vais faire ma présentation sur les trajectoires et vie de femmes avec les drogues au Sénégal. Rose. Oui? Laisse-moi le temps de te présenter. Ah, d'accord. Ok, désolé. Donc, merci beaucoup. Là, c'est Dr. Rose André Faye qui va faire une communication sur les trajectoires et vie de femmes avec il y a quelque chose qui est mal avec les projets au Sénégal. Donc, Rose est post-doctorant à IRD, elle est membre du CRCF aussi. C'est une collègue qui a beaucoup contribué dans l'étude des postes Sénégal en Afrique. Voilà.
Elle a un peu disparu et puis elle n'appelle pas, c'était pas gentil. Merci Rose. Heureusement qu'elle n'entend pas. Désolée pour ça. Allez. Alors, oui, je vais faire ma présentation sur les trajectoires et vie de femmes avec les drogues au Sénégal. Slide. L'usage de la cocaïne et de l'héroïne chez les femmes africaines n'apparaît pas dans les récits historiques. Par contre, l'usage de substances telles que le tabac, le cannabis et l'alcool accompagne le plus souvent des rituels traditionnels. Alors, au Sénégal, l'historiographie rapporte l'usage de ces substances par des femmes, d'abord des femmes âgées ou nobles. Par exemple, le halumban dans la société Wolof avant l'islamisation a été décrite par le professeur Lamine Ndiaye. C'était une cérémonie qui était organisée par des grands-mères pour célébrer la naissance d'un enfant où elles pouvaient s'enivrer le temps de la fête. Pour ces femmes âgées ou nobles aussi, on peut voir dans les images des années 1900, 1800, des femmes qui étaient souvent représentées par une pipe et qui fumaient du tabac. Il y a également l'image des femmes libres qui est associée à la figure de l'émancipation féminine, mais aussi la figure de la prostituée qui est très souvent décrite dans les travaux ethnographiques. Donc, ces figures correspondent à des époques différentes suivant l'évolution et la disponibilité des produits et du statut de la femme dans la société. Alors, au Sénégal, il y a très peu d'études qui se sont focalisées sur les femmes, malgré une médiatisation récente de cas de femmes qui seraient décédées par overdose à la cocaïne. Les études en sciences sociales se sont principalement concentrées sur des figures masculines. Et lorsque les femmes sont visibles, elles le sont à travers deux stéréotypes qui sont dominants, la mère ou la prostituée. Alors, l'objectif de cette communication est de d'écrire et d'analyser des trajectoires, mais aussi de vie de femmes usagères de drogue au Sénégal. Slide. Alors, ce faible désintérêt par rapport aux particularités des femmes a posé la nécessité de développer une perspective féministe qui nous permet de décrire les représentations de genre qui participent à l'invisibilisation des femmes. Donc, nous sommes basés sur une enquête qualitative avec des observations, mais aussi des récits de vie qui ont été recueillis à différentes périodes entre 2017 et 2020. Donc, les modalités de contact que nous avons utilisées, c'est surtout l'immersion en passant du temps dans le dispositif de soins, mais aussi dans le milieu des UD. Ce temps long nous a permis d'établir la confiance auprès des usagères de drogue. Donc, l'analyse ici est basée sur une approche bioethnographique qui permet d'apporter un éclairage sur les trajectoires des femmes mises en récit avec des données ethnographiques. Slide. Alors, nous avons recueilli diverses histoires de consommatrices de drogue, dont celle de Oumou et de Sorna, que nous allons présenter ici. En suivant le tracé que les femmes reconstituent quand elles se racontent, nous avons deux récits de vie qui dessinent deux trajectoires qui sont relativement différentes. Et ces récits n'épuisent pas la diversité des trajectoires, mais sont représentatifs des chemins les plus empruntés. Alors, nous avons deux types de parcours, des parcours flûtes tels que nous la définissons, qui désignent une trajectoire qui est facile à lire et dont les histoires sont souvent dominées par une consommation créative. Et nous avons aussi des trajectoires denses, des parcours plus longs qui mettent en trame des histoires de vulnérabilité, de transition, mais aussi de souffrance. Slide.
Donc, nous avons le récit de Oumou. Quand nous l'avons rencontrée, elle a 35 ans, elle est consommatrice d'alcool, de cannabis et de cocaïne crack. Oumou raconte à travers cette citation que vous voyez qu'elle a vécu des conditions de vie précaires et qu'elle cherche l'autonomie dans le milieu touristique comme serveuse dans un bar. Elle estime à travers cette citation qu'elle arrive à gérer sa santé, mais aussi à gérer son usage de drogue qu'elle prévoit de temps en temps en fonction de sa situation financière. Alors, pour le cas de Sorna, elle a 51 ans. Elle reconstitue une trajectoire dense. Elle a commencé à consommer des drogues à l'âge de 16 ans. Elle a consommé l'héroïne, la cocaïne crack, l'alcool pendant de nombreuses années et elle est maintenant sous méthadone au sépiade. Elle raconte qu'elle a vécu des événements, plusieurs événements, la stigmatisation, l'exclusion de sa famille, la séparation avec son enfant, mais aussi qu'elle a eu recours à plusieurs tentatives de sevrage et de consommation. Donc, elle nous dit, je vivais que pour la drogue, pas de nouvelles de ma famille. Ils m'ont laissé tomber car je ne voulais pas changer. Il fallait me voir, je changeais de jour en jour, j'étais devenue méconnaissable et cela a duré plusieurs années. Aujourd'hui, avec la méthadone, j'ai intégré la tête haute, la société. La plupart de mes amis sont morts et j'ai compris que rien n'était perdu. Slide. Alors, dans les histoires de vie comme celle de Sorna, le vécu de la stigmatisation liée aux normes de genre revient souvent. Les femmes usagères de drogue sont très souvent exclues de leur famille, ce qui les prive de mode de sociabilité. Elles ne participent plus aux fêtes de famille ni aux activités au sein des quartiers. Et ceci est vécu douloureusement comme des formes d'exclusion qui les poussent à s'écarter de leur communauté d'appartenance. Et ceci a aussi des conséquences sur les rapports aux soins parce que les usagères vont avoir tendance aussi à s'exclure des dispositifs. Et dans les récits comme celle de Oumou, certaines femmes UD ont tendance à revendiquer plus d'autonomie et de liberté quant à leur choix de vie. Mais elles se cachent parce qu'elles n'échappent pas à l'idéologie patriarcale et au conservatisme qui fixe des règles de bonne conduite à la femme sénégalaise et aux valeurs aux valeurs traditionnelles, le sutura, le kersa, c'est-à-dire la discrétion et la retenue. Et ces valeurs sont importantes dans la société sénégalaise. Slide. Et donc, au-delà de l'usage, les récits nous montrent aussi qu'il s'agit de trajectoires morales et sociales. Et d'ailleurs, le plus marquant dans la manière dont Oumou et même Sorna se racontent, c'est la culpabilité par rapport à leurs enfants et par rapport à leur mère. Et cette culpabilité et ce poids moral est une particularité de genre. En tant que mère, elles ne se sentent pas investies ou capables d'être à la hauteur de leur rôle de mère. Alors, ces femmes, elles partagent une marginalité commune avec les hommes, puis avec une solidarité dans les milieux des UD, comme nous l'a raconté Sorna, qui était dans une communauté thérapeutique à Ndindi, dans la région de Diourbel. Mais cette sociabilité n'est pas suffisante pour constituer une famille de remplacement. Alors, les récits montrent aussi des transformations sociales avec les possibilités de traitement qu'offre le CEPIAT et certaines femmes comme Sorna arrivent à se resocialiser et à revenir à une forme de valeur morale. Slide. Alors, pour conclure, l'usage de substances par les femmes a toujours existé et ces figures témoignent un peu de la réalité de la consommation. Et avec la modernité, les usages se transforment, se diversifient en fonction de la disponibilité des produits sur le marché. Donc, ces vies de femmes avec les drogues sont marquées par des vulnérabilités,
liées au genre, aux addictions, mais aussi au contexte. Mais également, il y a des opportunités qui émergent avec l'implantation des services de réduction des risques, mais aussi avec des associations qui émergent. Et donc, certaines femmes aussi ont des stratégies de gestion de l'usage, mais aussi de sortie de l'addiction qui reposent sur leur autonomie. Donc, alors pour continuer cette réflexion sur la vie des femmes avec les drogues, il y a également une nécessité d'approfondir les connaissances sur notamment les rôles joués par les femmes dans le trafic et la circulation des produits, mais également sur les vulnérabilités et les capacités d'agir dans ce milieu qui est dominé par les hommes. Slide. Les souffrances familiales apparaissent aussi souvent dans les récits. Sorna a commencé à consommer à l'âge de 19 ans et Oumou également a commencé à consommer à l'âge de 16 ans. Et elle explique que parfois ce mode de vie a une influence sur leur cursus scolaire. Donc, nous pensons qu'en prévention comme en soins, l'école et la famille devraient être impliquées dans ces problématiques autour de l'usage de drogue et qu'il est nécessaire de renforcer les consultations psychologiques, notamment pour les adolescents et les femmes en cas de violence, mais aussi que les activités de terrain portées par les équipes outreach devraient être décentralisées et déployées dans les milieux touristiques et festifs, même si l'usage occasionnel n'aboutit pas forcément à une addiction. Elle comporte des risques d'overdose, mais aussi des conduites exposant à des maladies infectieuses. Slide. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Dr. Rose, pour cette présentation. Vraiment, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette session. Nous allons certainement ouvrir une petite discussion de 5 minutes maximum, parce qu'on est en retard. Si vous avez des questions, des contributions, la recommandation serait d'aller D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez vraiment soif. D'accord. Donc, merci. Bon. Voilà. Merci. Bon, je vais maintenant une remarque. Moi, je serai. Pardon? Vous pouvez intervenir. D'accord, on va ouvrir le dossier. Bien, on va laisser. On va prendre une liste. Quand on commence. Quand on oublie comme ça. Oui. D'accord. Qui veut intervenir? Oui. Et d'autres? C'est bon. Donc, ouais, c'est. Donc, merci beaucoup. On va. Oui. Je sens. Donc, merci beaucoup, chers collègues, chers invités. Donc, nous allons ouvrir la discussion par un comment Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Je voudrais se appuyer ce que mon jeune collègue Petia pour dire qu'un fumoir, en fait, par définition, un fumoir, c'est le lieu où les usagers se retrouvent. Et le fumoir, il y a plusieurs types de fumoirs.
des lieux ouverts, en un lieu semi-clos ou en un lieu clos. Ouvert, comme il a dit, ça peut être à la plage, un espace où on se retrouve régulièrement pour consommer. Et semi-clos, c'est les bâtiments qui sont en construction, qui ne sont pas achevés, où on peut se retrouver pour consommer. Ou alors, ça peut être clos et même à high top. Ça peut être high class parce que vous avez des villas climatisées, vous avez des hôtels climatisés qui sont là pour recevoir une certaine catégorie, une classe d'usagers spéciale. Et quand vous venez vous payer votre chambre, vous avez des hôtels à Simi, à la plage, à San Pedro, où on prend l'avion pour partir. Et quand vous payez, vous arrivez, vous avez un peu comme dans les hôtels, vous arrivez, on vous offre la boisson du détria ou comment on appelle ça au Sénégal ici, c'est qu'on offre à l'étranger. Vous avez votre dose de drogue parce qu'on se connaît, nous qui y allons. Donc ça nous attend et on vient, on consomme. Donc ni vu, ni connu. Apparemment, il paraît que en ces lieux-là, c'est la drogue propre. Je ne sais pas ce que c'est qu'une drogue propre, comme je n'en ai jamais fait. Mais donc, vous voyez qu'il y a toute une économie derrière ces drogues. Et j'ai travaillé avec l'Institut national des statistiques pour faire une étude. Et ce n'est pas, quand l'étude qui est sortie de là, ce n'est pas moins de 6 milliards de francs CFA qui est brassé par ce type de commerce en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce n'est pas négligeable. Et il parle des anthropologues, mais je veux demander à nos amis de la faculté des sciences économiques de voir, pour pouvoir faire une étude, pour voir l'impact réel et de voir comment, vous savez, c'est complexe, mais comment rentrer dans certaines choses pour pouvoir, comment on peut dire ça, capitaliser, si je peux dire ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre dessus? Qu'est-ce qu'on peut présenter à l'État? On peut prendre ça en faisant ça, par exemple. Échange marchandises en quelque sorte. Donc, on a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi je les ai toujours encouragés, nos amis les criminels qui font vraiment du bon travail dans ce domaine. Merci beaucoup. Donc, c'est un complément d'information. Donc, voilà pourquoi vous voyez, on dit 3000 fumoirs ont été détruits. En fait, quand ils viennent, ils ramassent le matériel, des pipes à eau, des trucs comme ça. Quand ils ramassent ça, ils disent on a détruit un fumoir. Mais l'espace est là, on ne peut pas l'enlever. Donc, ils reviennent coloniser, puis ils déplacent. Merci, merci pour cette contribution. Madame la Présidente. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, c'est vraiment des petites questions par rapport à Monsieur Idoy, c'est ça. Vous avez parlé d'abord sur l'inflation, d'un consentement éclairé, et votre consentement éclairé, il s'est basé sur quoi? Est-ce qu'elle est passée, ce consentement a eu des implications des acteurs concernés avant de la rédiger? Elle est passée dans un comité éthique, votre idée, avant de la proposer, pour que les gens la lisent et donner leur autorisation pour participer à l'enquête. Comment ça s'est passé? Je veux savoir. Parce que souvent, les chercheurs, excusez-moi, font des choses disant qu'on a eu le consentement éclairé, alors qu'il n'y a pas d'éthique. Voilà, c'est pas forcément. Si. Non. Je suis sur le terrain. Je suis ancienne comme toi dans le domaine de la santé, donc c'est à discuter. C'est à discuter. Voilà, mais il ne poussons pas trop la caricature. Mais écoute, c'est pas de la caricature, c'est comme ça que tu peux voir. Pour moi, c'est pas ça. C'est ta manière de voir, c'est ma manière de voir. Donc voilà. Et ça, je voudrais bien savoir comment ça se passe. Parce qu'on a eu des enquêtes chez nous où il fallait être éclairé, on a eu des suivis, je ne sais pas, avec le centre de la Et la deuxième question, c'est par rapport au Mali. Je sais que votre enquête, votre étude n'a rien à voir avec le VIH, c'est pour, voilà. Mais est-ce que dans tout ce que vous avez vu, il vous est arrivé quand même de voir des cas de maladies liées avec justement ce travail? C'est que le drogue, le VIH se marie très bien. Donc, est-ce que vous avez vu des programmes de prévention dans ces sites-là? Si vous en avez vu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre ensemble? Parce qu'un programme de VIH et un programme de drogue, moi je me dis que ça peut être bénéfique pour les consommateurs. Voilà, si on trouve la drogue et si on trouve programme de prévention, sensibilisation, proposition de dépistage, ça serait aussi bien.
Et c'est le début aussi dans le fait de la prise en charge des consommateurs de drogue. On va pas réinventer la roue. Voilà. Et la dernière, mon dernier point, c'est un commentaire à Félicien. J'ai bien aimé ta présentation sur les babatières, tout ça, parce que pour expérience à Bobo du Lasso, il y avait un monsieur comme ça qui finançait les mariages, qui finançait les trucs et tout. Et c'était un grand dealer. Le jour qu'on l'a pris et qu'on l'a mis en prison, justement, mais tout le quartier s'est mobilisé pour qu'on le relâche. Mais si on ne le relâchait pas, la justice a été prise en otage. Voilà, c'est ça. Donc, ce monsieur-là, tout le monde sait que c'est son travail, c'est dangereux. La police a mis la main, mais la communauté s'est mobilisée pour qu'on le relâche. Voyez le cercle dans lequel on est et comment on peut vraiment travailler à ça. Donc, pour moi, la drogue, elle est plus vieille que toutes les maladies, particulièrement le VIH-Sida, qui a eu du succès aujourd'hui, je peux dire. Et la drogue, depuis, je ne sais pas, 1908, on est toujours là-dedans, donc on n'arrive pas à trouver. C'est moi, ça me. Merci, madame. Je m'appelle Ousmane, est-ce que vous pouvez répondre parce qu'il y a des questions. Je vais essayer de répondre par rapport à la question du programme de prévention du VIH. Non, je dirais non, ça n'existe pas sur le site. Mais comme il y a certains agents des organisations humanitaires qui sont là pour sensibiliser les organes par rapport à l'utilisation des produits toxiques que le mercure, le cyanure, pour les sensibiliser par rapport à ça. Comme il y a eu des cas de manipulation, il y a des messages par rapport vraiment c'était toxique. Mais pour le cas des VIH, vraiment, je n'aime pas Moi, c'est je parle de chef de collectivité à la santé. Peut-être que vous n'avez pas l'information, nous intervenons au niveau des sites de venant le conseil de dépistage déjà, sur les cas de construction des étudiants. Là, on ne sont pas stables. C'est ça le son qu'on fait. Excusez-moi, on laisse juste allez-y. Moi, je suis guinéen, j'ai travaillé dans le secteur minier et surtout dans l'orpaillage. Je sais que le Mali et la Guinée, on a des espaces où il y a beaucoup de gaz. Souvent, on ne connaît même pas la différence entre un Malien et un Guinéen. Donc, dans cette zone, il y a des acteurs qui sensibilisent contre le VIH-Sida. Je vais parler du CNLS, je vais parler de la Croix-Rouge. Mais il y a un lien entre l'orpaillage et le VIH-Sida, notamment à travers, c'est des lieux où il y a la prostitution qui est beaucoup développée. En dehors de la prostitution, il y a le mariage qu'on appelle tout. Donc, ce sont des mariages à court de durée où une femme en quête d'argent ou du Nord est hébergée par un employeur. Elle devient donc sa femme de circonstance. Donc, pendant les rapports, souvent ce sont des rapports non protégés et ça favorise la prolifération du VIH. Merci. Donc, avant que je vous ai avant que l'idée de m'échappe, ce serait intéressant d'avoir un programme transfrontalier sur ces questions de sexualité. Parce que moi, je viens du Sénégal, personne de la famille, quand vous présentez ça, c'est la même chose que voilà, Saraya et ses environs sur votre voyage, la Guinée. Pourquoi ne pas aller vers un programme? C'est parce que les gens du côté de Guinée. Ouais. Donc, si tu peux répondre rapidement sur le consentement, on soumet au comité de vie les professeurs et les enseignants. Donc, tout ce qui concerne on soumet tout au comité national de vie en santé. Donc, après l'observation, avant de s'entraîner avec les personnes, d'abord, on leur dit qui nous sommes, pourquoi on est là, et les données que nous avons recueillies, on sait plus avoir. Et aussi, on leur explique comment est-ce qu'on va utiliser les données, toutes les questions qui tournent autour de l'organisation, autour de, voilà, même aussi avant de prendre une photo, on leur demande aussi leur réflexion.
Et après avoir expliqué tout cela, si on a une de d'abord, vous le faites signer du consentement. Et tous les consentements sont faits. Merci. En fait, professeur, si vous permettez, ce que je viens de dire ici, il n'y a pas de motivation il n'y a pas une motivation quelconque pendant la lecture du consentement éclairé. Quand vous soumettez le consentement éclairé au patient, quelle est la motivation que vous utilisez? Elle est une motivation ou pas? Non, toute forme de motivation. Toute forme de motivation. À destination de la personne. À destination de la personne, on va enquêter. Est-ce qu'il y a une forme de motivation? Pardon. Ça, c'est pas un signe de consentement. Est-ce que le professeur oui, c'est une étude qui sous ma responsabilité avec le DIAXO. Il n'est pas question du patient, pas du tout dans un contexte de soins. Là, cette population, alors il y a plusieurs situations. Lorsque les études sont faites avec des usagers qui sont des patients et qui sont dans un cadre formel, par exemple, dans les structures de soins, on passe par tout ce qui est classique. Par contre, là, l'essentiel, c'est de ne pas avoir d'influence, de ne pas modifier ce que disent les gens. Donc, le comité, avec le comité national d'éthique, ce qui est entendu, c'est que dans ces situations qui sont assez naturelles, en fait, le but, c'est que la personne, l'enquêté, regarde ce qui se passe, et à un moment où il peut parler avec les gens, il parle avec eux, mais il ne va pas sortir une feuille de... Sinon, ça on est fait dans une situation non naturelle. On n'est pas, c'est pas de l'expérimentation. Donc là, on a un consentement oral et on n'est pas dans une situation où on fait une injection, par exemple, on ne fait que parler. Si la personne ne peut pas répondre, elle répond. Donc, sur le plan éthique, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Par contre, alors, effectivement, chaque fois on sent qu'il y a un problème de santé, qu'il y a un manque de connaissances sur des soins qui seraient disponibles, le soin d'être formé. Ensuite, ils ont toujours les référents pour appeler dans l'équipe qui ont les données, là, ça vous les trouvez. Donc, pour appeler si jamais il y avait quelque chose par la suite qui nécessite organiser un soin, etc. Et ça, c'est plus le cadre de la responsabilité de chaque individu d'assistance à personne engagée que dans un cadre de recherche. Oui, je voudrais juste compléter le propos d'Alice et pour répondre à la question un peu provocatrice de merci de l'avoir posée. Effectivement, comme dit Alice, depuis 2005, il existe un comité national d'éthique de la recherche en santé au Sénégal qui est très efficace, très vigilant, et toutes les recherches qui sont menées par le CRCF, mais plus largement, je pense, réalisées au Sénégal dans le domaine de la santé, au sens général, que ce soit du domaine biomédical ou sciences sociales, passe par une validation par le comité d'éthique. Et je pense que tout le monde est extrêmement bien informé sur le processus et très respectueux des procédures. Après, comme le dit Alice, effectivement, on est dans des processus de recherche qui ne sont pas de la recherche clinique, mais de la recherche en sciences sociales. Et dans toutes les formations qui sont proposées aux assistants de recherche en sciences sociales, il y a notamment toutes ces questions autour de la présentation du processus de recherche, du recueil du consentement et de l'orientation des personnes si elles ont besoin, si à l'occasion de l'entretien, ça met en évidence des besoins médicaux ou psychosociaux particuliers, la capacité, on informe les assistants de recherche pour qu'ils puissent orienter les participants en recherche vers des structures ou vers des personnes qui pourront les aider, dans la mesure où ce ne sont pas eux, en tant qu'assistants de recherche, qui ont la capacité de répondre à toutes les questions qui se posent. Donc, merci pour ta question. Merci beaucoup. C'est un séminaire de situation anthropologue de Marseille. Ma question portait sur justement les citoyennes et vous avez déjà répondu notamment sur la nécessité peut-être de mettre en place des systèmes de prise en charge transfrontalière. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse au Togo et je sais que c'est un problème aussi. Il s'agit souvent de personnes qui travaillent sur ceci. Mais bon, je profite quand même d'avoir la parole pour poser une question. Au chercheur qui a présenté sur les milieux spécifiques, est-ce que vous avez pu constater l'usage de stimulants sexuels
masculin, notamment du Viagra, ce qu'on appelle le Viagra chinois, qui est mélangé avec d'autres substances. Voilà, ça, les usagers, ça dit le terme, c'est notamment à cause d'un usage libido, voilà. Et moi, je travaille sur les stimulants sexuels, on m'intéresse de voir est-ce que c'est peut-être l'usage associé. Merci pour la question. Donc, par rapport à cette question du Viagra, elle n'est pas renseignée par les usagers, mais par contre, j'ai eu à discuter avec un usager qui commercialise ce produit. Voilà, il vend du Viagra. Voilà, il vend ça quoi. Voilà. Mais je n'ai pas eu à parler des usagers de Viagra. Mais quand même, pour regarder ce que nous lions pas de la publicité européenne. Donc, à rapport avec des produits, donc des médicaments, donc détournés avec l'alcool. Donc, mais qui vont dans le sens de l'expérience de il y a un usager qui explique qu'il a consommé des médicaments avec de l'alcool. Donc, après l'ivresse, il a entrepris une rapport sexuelle sans protection. Et voilà, c'est de là qu'il a chopé des décès de PF. Donc, sur le Viagra, je vais dire ces informations, mais je pense que c'est plus assez intéressant qu'il faudrait plus tard naviguer. Et le fait aussi est souvent mélangé avec dans un but d'intensifier Parce que ça m'a fait penser justement aux représentations de la puissance masculine aussi, et le fait que ces drogues ou pas ces substances provoquent une baisse de libido, ça peut être mal vécu. Donc, je pense qu'il faut rembourser. Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain. Merci, Francisca. C'est tu parles de ta question. Merci beaucoup. J'avoue que je me place cette présentation. C'est assez influent également dans le cadre de ma thèse. Je me place cette présentation. Donc, j'ai une question, une contribution pour la présentation. Donc, je pense que, avec cette question qui attire beaucoup de. Disons, une population vraiment de région. Ce serait bien de voir aussi d'où viennent ces acteurs. Donc, par exemple, ces orpailleurs-là. Donc, d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils apportent aussi en termes de produits. Donc, je pense que si ça peut jouer sur cette circulation transfrontalière de tout point, on voit aussi le produit social, le milieu d'appartement. Bon, la question, c'est de savoir aussi, comme j'ai essayé de le montrer avec le tourisme, parce que j'explique que dans mes résultats, le tourisme, c'est un milieu de concurrence. Donc, il fait que les usagers voilà, utilisent ces médicaments pour convenir. Donc, est-ce que dans votre cas, est-ce qu'il y a un symbole autour de l'orpaillage qui influe sur le village? Est-ce que je veux dire par là, est-ce que le métier d'orpaillage, en tout cas, exige de consommer des médicaments bien des drogues? Est-ce qu'il y a un lien entre ça? Bon, il n'y a pas des mêmes choses ce fois, c'est la nature de l'activité, très très difficile, les conditions dans lesquelles il se fait, comment il crée ses qualité. Il a fait très très de roche. Donc, pour nous donner plus d'intérêt, il est consommé. Pour nous assurer du fait que notre famille a beaucoup d'énergie au travail. Mais par rapport aux origines, comme je l'explique, c'est des gens qui sont plus. Une fois, même si on trouve un site européen dès demain, vous allez voir des étrangers. Pourquoi des gens viennent de différentes régions du Mali et du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Si vous le voulez, vous allez voir tous les qui n'avaient pas. Donc, c'est cette passage-là également. Les gens se copient. Les gens se copient, les comportements des uns des autres. Si vous observez un jeune, supposez un jeune qui commence à finir à côté d'un jeune malien, qui travaille par sur le même équipe, c'est un travail d'équipe pour savoir. Donc, ça peut également lui effrayant. C'est ça un peu le problème. Merci, docteur. J'ai une conclusion sur la question. Moi, je pense qu'il y a une sorte d'itinérance de l'orpaillage, des technologies, de l'artisanat, des pratiques qui accompagnent ces communautés-là. Qui migrent, et de l'Australie, qui est dans le Oman, le Libéria, et qui sont aujourd'hui au Sénégal. Et les communautés que vous voyez autour des mines artisanales, diversité pas, c'est la diversité là. Et la diversité aussi de ce qui est utilisé fonctionne. Donc c'est la même chose de péril environnemental parce qu'on a aujourd'hui des produits qui n'étaient pas produits. Le tour de l'orpaillage,
Toutes ces zones-là, les vallées sont contaminées par cette. Et sur la consommation, c'est vrai que moi, je n'avais pas ces idées-là sur les drogues qui circulent. Mais j'ai un milieu assez cosmopolite et voilà, sur la sexualité, tout ce qui est prévention. Quand vous êtes autour des douleurs, le week-end, c'est des bus qui arrivent, prostituées avec camions. Comme quand on va au magasin Touba. C'est cette image-là que ça m'a fait, des camions qui arrivent. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Ils viennent travailler. Donc, derrière, maintenant, il y a des programmes de l'État pour en devenir, parce que les employeurs sont attirés par des mines qui s'installent, des mines qui s'installent au ciel. Quand le minier arrive quelque part, ça fait un appel d'air. Donc, vous voyez un village qui se développe. 2 mois après, des milliers qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment des réponses, parce que c'est plusieurs besoins. L'hygiène, sur les services sociaux de base, la santé, etc. Donc, c'est tout ça. Et c'est très intéressant d'avoir des programmes de recherche communs sur ces aspects-là, autour des frontières. Donc, c'est ça, ma contribution. Une question. Oui. Allez-y. Ouais. Non, la liste est finie. Allez-y. D'accord, merci. C'est Roger Zervo, anthropologue CNRST Burkina Faso. Ma question, c'est par rapport au lien entre drogue et milieu touristique qui apparaît un peu partout chez Cyril, chez Abdoulaye, mais aussi chez Rose André. Est-ce qu'à dire que le milieu touristique, disons, est-ce que c'est un milieu de consommateurs ou c'est un milieu de fournisseurs des drogues? Tu veux juste comprendre. C'est lui qui se répond. Oui, là, bon, je pense qu'il faut préciser également. On ne va pas faire un projet pour dire que là où il y a touristes, il y a d'autres. Parce que aussi, c'est des catégories de touristes aussi. Il y a des touristes qui peut-être ne sont pas inscrits comme des usages. Donc, c'est des catégories bien précises. Donc, ils viennent, par exemple, de pays étrangers qui apportent des médicaments et des drogues. Donc, ce n'est pas tous les touristes, en tout cas, qui sont des usages en tant que tel. Voilà. Mais quand même, c'est un espace où on peut retrouver des transactions, des échanges autour des produits en tant que tels. Voilà, c'est des espaces aussi où la consommation peut se retrouver. Donc, ça dépend des contextes. Peut-être que dans d'autres zones aussi, on ne peut pas retrouver cette situation de publicité. Voilà. Oui, en fait, ça m'interpelle parce que comme si on pense que la consommation de la drogue est un délit, peut-être qu'il faut renforcer un contrôle à ce niveau. Parce que c'est un risque qui est là, qui est connu, mais si ça ressort pratiquement de manière transversale dans toutes les études, c'est une réalité. Si on parle, par exemple, si le cas de Mbour, dans la majeure partie des jeunes consommateurs sont soit handicapés ou travaillent dans l'hôpital. Ils sont en contact avec le milieu de sécurité. C'est ça. Je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y, Rose. Oui. Donc, on va dire, c'est vrai que le milieu touristique revient un peu, comme le milieu festif aussi, et d'autres milieux, comme le milieu de vie. Donc, on va dire que c'est un contexte favorable à la consommation. Parce que déjà, c'est des lieux où il y a des circulations de produits, des circulations de personnes, mais aussi des transactions monétaires. Donc, en fait, par exemple, dans la zone de Saly et de Mbour, c'est pas seulement un milieu touristique, mais c'est aussi un milieu festif, mais aussi une zone de détente où se rencontrent beaucoup de personnes. Donc, on peut pas seulement imputer l'usage et la circulation des produits aux personnes qui nous viennent d'ailleurs, mais ça favorise un peu l'usage de drogue et c'est un contexte aussi où on peut remarquer qu'il y a une mobilité des personnes qui facilite les contacts et l'accès à différents produits. Merci, docteur. Merci. Donc, oui, à la session parallèle, Mohamed Diop fait une présentation sur la circulation des drogues dans le Magal, qui est aussi un moment de rassemblement, d'échange
et où il montre qu'il y a particulièrement une circulation à l'occasion d'un événement religieux et des transactions, etc. Donc, il faut compléter. Merci beaucoup. Donc, nous avons notre question. Bon, c'est peut-être un peu chose. Le lien entre, disons, consommation de drogue et puis les performances sexuelles. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ceux qui ont fait les études? Pourquoi les gens sont ceux qui ont fait les études ou ceux qui ont expérimenté? Bon, c'est à l'université, voilà, les gens puissent recourir à la drogue pour... Est-ce que ton immersion... En fait, la majeure partie qui font ça, c'est parce qu'ils ont un jour consommé ça et ils se sont rendus compte que durant le miracle, tout ça fait souvent et ils ont continué à consommer ça. La majeure partie. C'est que scientifiquement parlant, l'héroïne permet de baisser la pression sanguine. Voilà pourquoi, quand vous prenez l'héroïne, vous en sortez, parce qu'au niveau des synapses, c'est le danger pour il y a une rupture. Alors qu'au niveau de la cocaïne, au contraire. Donc, la cocaïne qui atteint l'afflux de sang, au niveau des hommes, naturellement, vous savez que pour qu'il y ait une érection, il faut qu'il y ait un afflux de sang. Et si vous prenez des substances qui retardent l'afflux de sang, le cas de la méthadone, alors cela entraîne que la libido baisse. Donc, si vous avez des produits comme la cocaïne, le crack et tout ça, ça va entraîner un abaissement. Et les autres, au contraire, vont entraîner un abaissement. On appelle l'effet des titeurs-tauteurs. C'est un qui fait l'effet, il y a un qui peut baisser. Oui, allez, moi, c'est le président. Aussi, la façon dont se représente la sexualité, comme il y a des villages qui vous disent que s'ils prennent par exemple un chariot, ils ont plus d'une héroïne. Et par expérience, on avait fait un acte avec une femme qui dit qu'elle ne va pas accepter un homme qui a pris de l'ecstasy pour rapport sexuel, sinon il va le démolir parce que voilà, il va durer tout ça. Ouais, donc vous dites aussi il y a un rapport quelque part parce qu'il y a une représentation de la sexualité. Il y a d'autres produits, comme on l'a dit, d'autres médicaments qui sont utilisés et qui peuvent justement baisser la libido. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils prennent tel médicament. Donc, on n'arrive plus à la performance sexuelle. Est-ce que vous en profitez pour poser votre question? Parce qu'il ne faut pas confondre libido et performance sexuelle. Libido, on peut avoir une bonne libido, on peut avoir une mauvaise performance sexuelle. Il n'y a rien à voir. D'accord? L'autre chose aussi, effectivement, non seulement c'est au niveau cellulaire, mais effectivement, la consommation de psychostimulants a tendance à augmenter les performances sexuelles. Ça augmente à rallongeant la performance. Et à travers même aussi des mécanismes au niveau psychopathologique, des inhibitions, des adaptations, tout ça, c'est fatigué de la personne, a tendance à se produire. C'est plus la question. Merci. Merci. Donc, on vous laisse la parole. Vous allez d'accord. Merci. Merci. Donc, moi, c'est voilà. Merci aux différents orateurs. La qualité effectivement des présentations qui étaient effectivement riches d'enseignement. Je vais juste démarrer par rapport à la présentation de Cyril. On s'est rendu compte que par rapport à l'usage des médicaments, par rapport aux patients qui ont été enquêtés, on voit que c'est des gens à Corlette et à Hambourg qui sont des personnes assez âgées. Hein. Mais ça veut dire qu'on voit que c'est des gens qui sont à la full consommation, qui sont beaucoup des
les consommateurs de drogue injectable qui, effectivement, du fait de la consommation et qui est fait de subscription ou bien de consommation consomment d'autres produits. Il y a qu'un exemple de Dakar où effectivement on voit les jeunes consommateurs. Et ça, c'est un profil effectivement de consommateurs de médicaments détournés qui effectivement qui cause aussi de la majorité. Ouais. Des gens aujourd'hui qui sont dans le détournement de ces médicaments, souvent on voit beaucoup de jeunes consommateurs. C'est vrai que moi, cette étude-là pourrait être mise enrichie effectivement en peut-être généralisant effectivement la population d'études pour voir un peu par rapport aux autres types de personnes que j'ai rencontrées dans ces milieux finalement à Bourg, à Kaoula, comment eux, qui sont que des consommateurs, peut-être pas fondamentalement à la consommation à travers l'autre état, mais par rapport aux médicaments détournés, quels sont les profils de consommation. Pour la communication de l'AE, effectivement, c'est beaucoup de bonheur par rapport à la sexualité. Je pense que c'est notre lien d'avoir éclairé par rapport à la différence de la baisse de la libido et la diminution des performances. C'est beaucoup de bonheur effectivement sur la méthadone. Et beaucoup d'usagers, beaucoup de patients sous méthadone évoquent effectivement ces difficultés-là et qui peuvent être parfois sous d'abandon thérapeutique sur certains patients sous méthadone liés à cette baisse de la libido-là. Mais effectivement, j'ai bien aimé quand vous avez dit effectivement que d'un point de vue des sciences sociales, au-delà même de l'explication peut-être médicale qu'on peut expliquer par rapport à cette baisse de la libido-là, il y a d'autres facteurs psychologiques et sociaux qui effectivement il faut voir, comprendre un peu quelle est un peu l'explication que je vais faire de la libido. Moi, je donne l'exemple d'un patient que j'avais reçu en consultation qui avait effectivement qui se plaignait de baisse de la libido. Et au fil des entretiens qu'on avait, à un moment donné, j'ai même pu appeler, j'ai demandé de venir avec son épouse. Après, quand on a travaillé effectivement par rapport à d'autres aspects d'ordre psychologique, de relation avec son époux, il s'est rendu compte que effectivement, sa libido s'est beaucoup amélioré. Donc, fondamentalement, on peut juste rester sur le fait que la méthadone entraîne de la libido, mais si on fait des aménagements sur le plan psychologique, social, on peut bien effectivement aller s'accompagner à une meilleure qualité de vie sexuelle par rapport à ce problème. Évidemment, il y a une erreur, c'est revenu. À un moment donné, on parlait de l'héroïne comme quelque chose qui augmente la sexualité. Effectivement, à la fin, on s'est rendu compte, comme l'a expliqué, c'est pas un psychostimulant, donc ça permet souvent, en général, les consommateurs, même pendant leur période active de consommation, ils ont peu de rapports sexuels. Parce qu'effectivement, souvent, ils ont tendance à ressentir ce plaisir-là en rapport avec la consommation d'héroïne. Et un peu comparé à un plaisir qu'ils ressentent sur le plan sexuel, ce qui fait que souvent, la sexualité est un peu désinvestie au profit des consommations, des comportements de consommation. Ce qu'on voit à l'inverse par rapport à la cocaïne, où effectivement les personnes qui consomment de la cocaïne vont avoir tendance à avoir des sociétés beaucoup plus importantes. Notre intervention, c'est par rapport effectivement c'est la question un peu du tramadol par rapport aux consommateurs des sites d'orpaillage. Sur la question, qu'est-ce qui expliquerait l'usage de drogue chez ces gens-là en quoi de travail? Ce n'est pas pour rien que le tramadol a été désigné comme étant ce qu'on appelle la cocaïne du pauvre, dans le sens que, à certaines doses, effectivement, ça crée une psychostimulation qui fait que la personne a tendance, ça augmente la performance, pas sur le plan sexuel, mais sur le plan physique, où la personne est incapable de pouvoir faire certaines activités. Et du fait que le travail également est antalgique, du fait que c'est un travail assez pénible sur le plan physique, donc les gens ont facilement reçu effectivement à ces produits-là. C'est vrai qu'au Sénégal, on n'a pas encore fait d'études, par exemple, par rapport au surveillage, mais on a eu écho effectivement qu'il y a beaucoup de circulation de travailleurs également dans les sites de péage au Sénégal, notamment dans la zone de Saraya, parce qu'effectivement, les gens sont des consommateurs effectivement de ces produits-là, surtout dans un but de cette psychostimulation par rapport au travail. Maintenant, la question effectivement hier, moi j'ai quand effectivement hier, on disait, celui qui présentait par je pense que c'était le truc de l'ONU, il disait que par exemple, 90% des saisies de tramadol se faisaient en Afrique occidentale. Donc je pense que c'est une problématique, je pense, qui doit amener, je pense, à travers ces manifestations-là, comme ce là ça devrait à mieux réfléchir par rapport effectivement à la place du tramadol dans notre temps. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'au Sénégal, on a souvent des formes
de tramadol qui ne sont pas très dosés, mais on se rend compte que dans beaucoup de pays, notamment le Tchad, beaucoup de pays de la sous-région, où effectivement, c'est des tramadol fortement dosés. Je ne sais pas dans votre exploration dans ces pays-là, c'est quel type de tramadol qui sont utilisés? C'est des dosages importants, 500 mg, qui sont utilisés dans ces contextes-là, et qui font qu'effectivement, ça peut entraîner beaucoup de dommages sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Je crois que c'est ça que j'avais comme intervention. Sinon, par rapport à la présentation de Rose, je salue au passage, c'est effectivement par rapport aux trajectoires. Hein, on se rend compte que par rapport aux deux cas qu'il a présentés, souvent c'est des personnes effectivement qui ont été victimes de beaucoup de désinsertion sur le plan social, économique, familial, stigmatisation. Mais là, c'est bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte au niveau du CPF, il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation aujourd'hui, effectivement, l'usage de crack et crack, mais au contraire, ils ne sont pas forcément des gens qui sont désinsérés sur le plan familial. Au contraire, si les familles sont très présentes, parfois ils sont en demande de soins, et c'est des gens qui sont très accompagnés, présents par rapport à l'accompagnement. Donc, ce qui fait que peut-être c'est deux profils de consommateurs qui doivent effectivement être explorés, de mieux comprendre un peu. Peut-être c'est deux profils de trajectoire de vie qu'on voit chez ces jeunes femmes-là qui consomment effectivement. Merci. Merci, docteur. Merci. Donc, je pense qu'on a bouclé la série de questions-contributions. J'ai deux annonces à faire qui concernent c'est le tour de Gauthier. Donc, la première, c'est ceux qui n'ont pas encore enregistré le niveau de la liste à la cause des préoccupations de faire le niveau distance. L'autre annonce, c'est ceux qui n'ont pas porté de badge. Parce qu'il y a deux manifestations ici, c'est pour vous distinguer. La troisième annonce, il y a une formidable pause café qui vous attend. Pour avoir et avoir le batterie. Bon, je passe pour l'ensemble des présents. La première remarque, oui, mais c'est bon pour la porte. C'est la qualité méthodologique. Là, on a une diagnostic de programme. Ça, c'est le trait d'union de communication de la réussite. La deuxième remarque, il y a celle-là, c'est la pertinence des communications qui collent à des contextes. Moi, je trouve que vraiment, c'est comme si j'étais absent du pays. Il était là. Même les noms, les noms de folklore sénégalais, les anciens chercheurs. Mais quand je trouve disons, Netflix, choses, des trucs comme ça, je me suis dit, mais moi, est-ce que j'étais au Sénégal? Mais c'est ça aussi, aujourd'hui, la nécessité de nos sciences humaines et sociales, de coller au terme, vraiment, de rester dans cette ethnographie classique, qui amène des données de qualité. Donc, je félicite les collègues, l'ensemble des gens, vraiment pour la qualité des Merci.